Et après une magnifique vanne de Nono dans le chat que je ne répéterai pas, vous ferez la liaison vous-même avec l'amiral Akbar. Mon cher Geoffrey, première chronique dans l'émission, tu nous parles Tout à survie. fait. Tout à fait. Mais quel type de survie? Un domaine. Alors, avant tout, c'est un domaine auquel je n'ai pas vraiment beaucoup parlé sur les réseaux. Un domaine que j'ai pratiqué pendant quelques temps, pour pas dire longtemps en vrai. Un domaine qui me passionne. Pourquoi? Parce que en soi, c'est vraiment un moment d'escapade totale où vraiment on est hors de toute cette informatique, hors de toute cette urbanisme informatique, si je peux le dire comme ça. Donc c'est vrai que ça faisait partie de mes centres d'intérêt, si je peux le dire. Bon, quand je vous parle survie, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être notamment la simple chose que tout le monde fait au moins une fois dans sa vie, le camping. Hein, tout simplement. Manger, j'aurais dit moi, mais moi, ce que je me demande, c'est à partir de quand commence la survie? Parce que moi déjà, si en camping j'ai pas des trucs à bouffer et qu'il faut que je trouve ma déjà si j'ai pas mon téléphone, je me sens pas là, bien. Donc, pour moi, c'est de la survie hardcore. Hein. Ouais, alors il y a ce type de survie hardcore. Hein, la survie du bombe banlieusard, voilà. C'est pas celle-là. On va parler d'une survie où on part d'une base où on a de la nourriture quand même, un minimum. D'accord. Où l'on vit. On va pas dépecer un ours dans les collines, on n'en est pas là. C'est ça, en d'autres termes. Manger des champignons que vous connaissez pas. Exactement, voilà. Ne jouez pas à ça. Ne jouez pas à ça si vous voulez pas avoir 10 fois vous à côté de vous. Des problèmes, dis-vous. Je vois des gens. On va parler survie, camping sauvage ou bivouac. Principalement, on va parler camping sauvage parce que c'est surtout celle-ci que j'ai eu l'occasion de pratiquer. J'ai fait un peu de bivouac également. Il y a une différence entre les deux, même si on pourrait se dire que non, elle est légère, mais elle existe. Le camping sauvage, du coup, c'est une pratique qui est effectuée uniquement pour camper, hein, uniquement pour passer un bon moment le soir à la belle étoile, dans un lieu qui n'est pas forcément dédié au camping comme un camping, tout simplement. C'est pour ça qu'il est sauvage. Voilà, pour le camping sauvage, donc c'est en pleine nature. J'ai des chansons en tête avec sauvage. On va revenir sur les réglementations parce qu'évidemment, le camping sauvage n'est pas légal partout. Voilà, exactement. On va parler aussi de sécurité. Tu parles de feu, mais il y a une grosse sécurité sur le feu qu'il faut acquérir et sur laquelle il faut faire attention. N'hésitez pas à tout moment, d'ailleurs, chers amis, si vous avez des questions. Coupez-moi, il n'y a pas de souci. Le bivouac, du coup, à part, c'est effectué par des personnes, une personne ou un groupe de personnes, n'ayant d'autre choix que de s'installer pour passer la nuit. Donc, généralement, c'est plus des randonneurs, des VTT. Très dur à dire, et des alpinistes qui vont faire ça. Donc c'est très souvent un peu comme le camping sauvage avec des moyens légers. Donc vraiment juste de quoi manger, de quoi se coucher, une petite tente, tranquillou. C'est une nécessité en fait qui découle d'une autre activité quoi. Exactement, exactement ça. C'est vraiment une nécessité. Tu dors par nécessité quoi. Ça peut être du canoë, une activité sympa. C'est de descendre toute une rivière sur plusieurs jours et de faire des stops, des petits bivouacs sur la berge. Voilà, l'exemple. Les conseils vacances de l'eau en plein hiver, n'hésitez pas. Quand vous voulez. Hein. Alors pas en hiver, ouais, effectivement. L'exemple y est parfait parce qu'en effet, voilà, tu fais du canoë. Je l'avais pas cité, putain, j'y ai pas pensé, bien vu. Bah voilà, on est là pour ça. Tu fais du canoë, en effet, tu fais ça sur plusieurs jours, tu t'arrêtes. En effet, tu fais du bivouac. Voilà. Bon, plus concrètement, nous on va s'aventurer dans le camping sauvage, parler un petit peu de tout ce qui est du camping sauvage. On va revenir dessus, la réglementation. Pourquoi faire du camping sauvage également? Parce que il faut savoir pourquoi. Ça peut avoir strictement aucune utilité. Parce que tu as vu un trait d'horreur et tu t'es dit j'ai envie de me faire peur. Voilà, par exemple. Ça peut être une raison. Tout ce qui va être des règles de sécurité. Parce qu'il faut quand même parler de tout ce qui est de comment faire attention à la fois à la nature, à vous, s'il vous plaît, vous faites pas mal, n'allez pas vous faire mal. La survie principalement en milieu forestier pour moi, établir un campement, enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. En fait, à chaque fois que tu vas dans la nature, que tu t'exposes à la nature, finalement, il y a un risque, même quand tu t'en rends pas compte, je pense. Tout à fait. Moi, je me souviens d'une fois où je me sentais parfaitement en sécurité, à camper dans une forêt, et en fait, il y a un lynx qui s'est mis à tourner autour de la tente. Mais c'est ça, mais moi, j'ai une excellente anecdote avec ça. Oh putain, on va y passer. J'ai une excellente anecdote avec moi. Alors, avec ça, moi, c'était pas un lynx,
C'était un sanglier. Ah, les sangliers, étaient un peu plus gros. Dangereux. Mais en clair, je suis avec un ami, on est là, on fait notre petit camping sauvage. On se dit, bah viens, on va se coucher et tout. Il est 00h30, facile. Je vais me coucher 5 minutes après, je suis toujours pas endormi. Et là, j'entends un espèce de sanglier à côté de ma tente. Je suis en mode. C'est toi qui ronfle, Robert. S'il te plaît, fais-moi de bruit. Ah ouais, non, c'est effrayant. C'est effrayant, il faut pas avoir de mauvais réflexes. Ça, c'est très important. Il faut avoir que des bons réflexes. Les animaux ont chacun leur manière de fonctionner. Et ont chacun aussi les manières de vous attaquer. Alors ça, si vous avez des anecdotes dans le chat, faut se renseigner un minimum, allez-y. disons, sur les bestioles qu'il y a dans la région où on est. Tout à fait. Par exemple, pour un sanglier, que ce soit un sanglier qui a ses animaux, enfin ses petits bébés et tout, il est conseillé de taper 3-4 fois sur le sol, pas fort, pas comme un dingue, mais juste un petit peu histoire de faire des vibrations sur le sol, notamment ça. Voilà, ça fera fuir le sanglier et normalement vous avez. Et pour un ours, tu fais quoi? Tu serres les fesses. Et j'ai vu que selon j'avais lu un truc selon un ours noir, soit tu fais le mort, soit tu fais pas le mort. C'est ça, c'est pas le même type de réaction qu'il faut avoir selon l'ours, et c'est fou. Tout à fait. Moi, j'ai d'ailleurs, on va revenir après sur le sujet, mais j'ai vu un documentaire justement sur ça. Et parfois, en fait, il y a des gens il y a des personnes qui expliquaient que parfois, même devant un tigre ou un lion, il faut gueuler devant lui, se montrer rassuré pour justement montrer sa supériorité. Ne jamais montrer son dos dans tous les cas. Exactement. Jamais montrer son dos parce que ça veut dire que tu fuis et tout simplement, il va te sauter dessus. Et ça, c'est cool. On revient sur le camping sauvage. Vas-y. Le camping sauvage, concrètement, c'est quoi? Donc, c'est camper dans des endroits pas prévus à cet effet avec un certain moyen. Donc, un petit peu plus de moyens que le bivouac, quand même. Mais pas trop non plus, pas comme au camping, voilà, avec un camping-car notamment. Ça, c'est pas du camping sauvage. Enfin, si. En vrai, si. Mais là, on fait vraiment avec encore peu de moyens. Oui. Voilà, très peu de moyens. Moi, je vais vraiment partir du principe qu'on est avec très peu de moyens. Donc, pour moi, c'est vraiment permettant de passer une bonne soirée avec des potes et une bonne nuit. Donc, généralement utilisé par détente, tout simplement. Pas plus, pas moins. Et du coup, notre moyen, parce que contrairement au bivouac, le moyen de rejoindre le campement, c'est en fonction de l'activité qu'on fait. Le camping sauvage, c'est généralement avec un moyen motorisé. Voilà, comme une voiture, un camping-car, même si on dort pas dedans. Mais ça fonctionne, hein, le camping-car est un camping sauvage. Voilà. Donc tu dors pas dedans et que tu prends ta tente, on va dire que c'est mieux, quoi. Ouais, après c'est pour l'aventure, j'ai envie de dire. C'est parce que si tu rentres ton camping-car dans la forêt, c'est compliqué après. Mais bon. La réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Tout simplement, la réglementation dit que le camping sauvage, il n'est pas interdit, mais limité et réglementé. L'emplacement du coup de votre camping sauvage, il doit remplir des conditions. Des conditions qui peuvent être... il faut connaître. Il faut connaître. Il faut pas être sur un rivage de mer ou sur un site interdit. Pour connaître les sites interdits, je crois qu'il y a un site qui existe. Rivage de mer, déjà fait. Aïe, 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 voilà, déjà t'as perdu un point. Voilà. Les forêts des Landes en été, je l'ai fait. Mais voilà, sachez que c'est interdit. Ouais. Ne pas être sur un site classé. Voilà, parce qu'il y a des sites qui sont classés pour plein de raisons. Ne pas être sur une zone protégée. C'est classé X, c'est pire. Aïe, 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 aïe. Ne pas être dans une zone protégée par un monument historique, des parcs ou des jardins. Voilà, vous pouvez pas, par exemple, dormir, faire du camping sauvage dans les jardins de Bordeaux. Voilà. Quand je parle de jardin, c'est les jardins publics. Hein. Évidemment, c'est pas le jardin chez vous. Si vous voulez faire du camping sauvage à vous. Ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et ne pas être dans un rayon de 200 mètres d'un point d'eau capté pour la consommation. Voilà, parce qu'il existe des points d'eau justement qui existent pour la consommation et du coup il faut pas être à 200 mètres pour éviter de polluer. Tu pisses dedans. Ah ouais, là c'est la honte. Pourquoi le camping sauvage? Moi, tout simplement, je vais vous dire que c'est un moyen d'escapade entre potes pour passer un bon moment dans la nature et pas en nature. Pardon. Une bonne soirée et surtout, moi, ce qui est très important aussi, c'est de déconnecter. Voilà. C'est très important. Voilà pourquoi il faut déconnecter un petit peu dans la vie. Ça fait pas trop de mal. Et surtout, à partir de combien dans une bonne glacière. Et... Ouais, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on va en revenir là-dessus parce que ça peut être un cas. C'est vrai que je l'ai pas noté, mais la glacière. Et d'ailleurs, quand on dit déconnecter, ça ne veut pas dire et surtout pas de ne pas partir avec un téléphone, parce que justement, il faut partir avec un téléphone. Parce qu'en cas de problème, vous n'avez pas de téléphone, vous êtes mort.
c'est la merde. D'ailleurs, j'ai des anecdotes encore à raconter, je vais vous en raconter. bah, vous inquiétez pas, pour vous dire aussi que le camping sauvage, bah, c'est pas super sécuritaire tout le temps, et parfois il peut vous arriver des choses un peu farfelues. Voilà. Partir à combien minimum? Vous direz combien, vous? 3. 2, 3 3, je dirais. Au cas où il y en a un qui meurt, il y en a reste un. Ouais, 2, ça peut suffire, hein, évidemment. Ouais. L'autre, il aura bouffé, quoi. Petit pointillage, ayant le permis de conduire, si possible. Parce que si vous êtes dans une forêt et que ça capte pas, le mieux c'est... Normalement, vous pouvez quand même communiquer. Mais dans le doute, permis de conduire, il peut vous emmener. Et jamais éviter tout seul. C'est vraiment, c'est plus de se dire ça, quoi. Sauf si vous êtes Bear Grylls et que vous partez dans le Sahara. Même lui, il a une équipe. Je vais parler là de Mamie Twins, par exemple, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une personne qui adore l'histoire, qui raconte beaucoup de choses d'histoire et qui a eu l'occasion, entre parenthèses, de faire du camping sauvage seul. Et même lui, il explique. Il n'est pas seul. Il a un téléphone avec lui qui capte le réseau et il a une personne qui est vraiment pas loin pour pouvoir le secourir si jamais il y a besoin, évidemment. En cas d'accident, voilà, l'un peut emmener l'autre, c'est très important, et ne restez que très rarement seul. Voilà. Même si vous vous déplacez, essayez de toujours avoir visu. C'est un mec qui va chercher des brindilles pour faire le feu. Tu vas en reparler du feu, c'est pas tu t'absentes une heure loin du feu, quoi. Enfin, loin du camp, quoi. Exactement ça. On va vraiment parler sur le feu parce que le feu, c'est super important. Il y a beaucoup de réglementations là-dessus. Vous avez différents moyens et milieux de camping sauvage, le milieu forestier, le milieu montagneux, les champs. Les champs, c'est des grandes plaines. C'est pas super, hein. Franchement, c'est pas super de faire du camping sauvage dans un champ. Touristique de Geoffrey. Les champs, n'y allez pas. Super. Montagneux, c'est sympa. J'ai jamais eu l'occasion de le faire et j'aimerais bien le faire. Je reviendrai peut-être une autre fois pour pouvoir parler de expérience de camping dans le montagne. Exactement. Et le milieu forestier, c'est celui que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. En milieu forestier, du coup, comment et où établir le campement? Le campement, il faut que ce soit un endroit sec et plat. Plat, je vais vous expliquer pourquoi, on va y revenir pour comment. Si on glisse la nuit. Déjà, dans un premier temps, mais pas que. Il faut vérifier également si l'eau ne ruisselle pas. Alors, quand c'est sec, c'est compliqué de savoir. Mais normalement, il y a des petites traces au sol. Pas tout le temps, évidemment, mais voilà. Il faut essayer de voir si l'eau s'écoule dans l'endroit où vous êtes installé, parce que si l'eau s'écoule et qu'il pleut, ce sera pour vous. Eau gratuite. C'est cadeau. Et aussi, regardez l'espacement entre les arbres. Pour pouvoir installer des bâches, pour pouvoir installer des petits trucs. Voilà. Et aussi, du coup, vous mettre parfois à l'abri du vent par rapport à votre tente. Ça peut être intéressant. Ça, c'est les petits tips. Ça fera un week-end parachutisme. Hein. Sinon, ça fera un petit week-end parachutisme, exactement. Ça plane pour moi, non. Exactement, en fonction du vent aussi, tu peux attacher ta tente. Enfin, faut que je me bute. Je suis pas tout seul, merci. Non, t'inquiète, je te suis. Pour comment établir son campement, tout simplement, quand vous arrivez sur l'emplacement du camping sauvage, il faut déterminer l'emplacement du feu et des tentes. Moi, quand j'en faisais, alors après, tout le monde vous dira pas pareil en vrai, mais quand j'en faisais, moi, je mettais au moins à une bonne vingtaine de mètres, les tentes. Pour deux raisons. Du feu, ouais, pardon. Mais d'espacement aussi, comme ça, tu l'entends pas ronfler, hein, c'est important. C'est ça, tu fais loin des gens. L'espacement pour les fumées, notamment, et pour éviter de prendre feu pendant la nuit par la même occasion, ça peut être sympa. Sachez que les fumées portent le feu. Ça, si vous avez fait des petites formations incendie, vous le savez, la fumée porte le feu. Donc voilà, trop de fumée peut vous embraser, tout simplement. Alors, dans un endroit où il y a des moustiques, moi je dirais l'inverse. Mettez-vous dans la fumée. Alors oui. Non, mais c'est un vrai truc, par contre. C'est un vrai truc tout à fait, c'est un vrai truc de survie. Être en fumée, quelques herbes. Ça fait fuir les moustiques. Il est vrai, par contre, ça pue. Je vous préviens, le lendemain, vous mettez vos affaires, vous êtes... Ça dépend ce que t'as cuit, en fait. Ça part de là. Hein. Je vois Tachibana qui pose une question, car la viande grillée attire les animaux. On en reparle juste après. Mon cher Tachi. Il y a la conservation de la bouffe, il y a plein de choses aussi là-dessus. Il y a plein de choses à prendre en compte sur la bouffe.
Ça, c'est un point qui est très important. Prendre un endroit assez dégagé, j'arrive plus à parler, dégagé, et pas trop comblé par les herbes et les feuillages. Et ça, c'est très important pour le feu. On y revient juste après. Pareil, on va parler des ordures. Les ordures, comme le disait Tachibana notamment... on parle de Nono. Oh. Aïe. Ça fait mal. Plus. Le chat est dissident. Rien ne va. Du coup, oui, les ordures. Comment fait-on? Pourquoi je pris cet accent? Alors, les ordures, il y a des techniques qui existent, évidemment, mais ça doit absolument pas traîner. Voilà, ça me paraît logique. Ça paraît logique pour tout le monde, mais je tenais quand même à le dire. Tu dis de ne pas traîner juste déjà le principe écologique de ne pas laisser vos merdes par terre déjà. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi ne pas laisser sa bouffe par terre. Enfin, ne pas ses détritus par terre. Pour les animaux déjà aussi. Oui. D'ailleurs, on y va. Donc tout doit être placé dans un sac poubelle, c'est le mieux. Refermable, évidemment. Vous savez, avec les petites lanières. Ça, c'est important. Les petites lanières, c'est pratique quand vous faites ça. Mais prenez quand même un petit bout de ficelle pour les fermer un peu plus, parce que les lanières c'est pratique mais ça laisse toujours une petite ouverture et ça c'est faut être bien hermétique au maximum. Ouais. Exactement. Refermable et surtout placé en hauteur. Et pareil, du coup je vous parlais des ficelles, mais le sac poubelle en fait vous le pendez grâce à une branche, vous le pendez à 10 mètres, peut-être un peu moins. 5 mètres déjà c'est pas mal. En haut, 50 mètres. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à amener votre échelle dans le coffre de votre bagnole. C'est important. Mais ça, il y a des échelles télescopiques maintenant. Plus vous allez le mettre haut, moins vous aurez de chances que les animaux viennent. Et si tu veux faire un régime, tu la mets très très haute et tu la boufferas jamais. Et tout ça, vous le faire attaquer par une girafe. On parlait d'une glacière, mais avant les ordures, forcément, on a les paquets complets ou les trucs qui sont ouverts, voilà, qui sont encore pleins. Pareil, tu mets ça dans une glacière, l'avantage c'est que c'est totalement hermétique. Pareil, tu la fais monter dans les airs, parce que sinon, l'animal qui va sentir ça, il va te déglinguer la glacière. Ça, c'est sûr. Pareil pour la poubelle. Hein. Une poubelle, c'est un truc plastique, c'est pas fameux. Mettez-le en hauteur. Certes, il y a des animaux qui montent. Mais quid des écureuils, j'allais dire. Ouais, les écureuils. Il va se faire un super gueuleton, l'écureuil. Il va se mettre bien. De retour. En live action. Et du coup, on le disait avec Troyer, évidemment, ne pas laisser vos trucs par terre, vos merdes par terre, hein, on va le dire comme ça, parce que sinon les animaux peuvent se faire mal. Tout simplement, par exemple, on prend l'exemple des conserves. On revient sur tous aux abris. Tous aux abris, du coup, avec les hérissons. Un hérisson peut partir dans votre conserve et ne plus jamais pouvoir y en ressortir. Et quand il en sort, les petits trucs coupants, ça lui fait mal. Voilà. Donc ne jetez... Il y a des poubelles. Le tesson de bouteille, hein, simplement, sur les animaux qui peuvent marcher dessus. Exactement. Mais il y a plein de choses. Hein. Même une lame de cutter, vous la mettez mal, l'animal, il marche dessus, il se la plante dans la patte. Ça lui fait mal à un animal. Et il meurt. Quand même, avec une lame de cutter, il leur en faut plus. Mais ça reste de la logique, mais bon. Et du coup, pour le feu, qu'on revienne un petit peu, du coup, t'as dit que t'étais loin du... Je passe avant le feu, je passe sur les ressources, et après on vient sur le feu. Ah oui, effectivement. Et oui, parce que là, du coup, on est au milieu, on est au bon milieu de notre campement. On est là, on est en train de camper, on arrive. Maintenant, il faut trouver les ressources pour faire le feu. Parce qu'évidemment, quand vous faites votre campement, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer d'avoir un endroit pour le feu et d'être quasiment sûr que vous pouvez vous faire du feu. Parce que le problème, je vous disais un endroit sec, en effet, l'endroit sec c'est important. Si vous prenez un endroit trop humide, notamment, vous allez être bloqué avec le feu, ou vous allez avoir un feu qui va fumer, mais comme jamais. Qui va fumer comme jamais. Les ressources, on en vient justement avec ce petit rapport sec-mouillé. Du coup, le bois de feu, pareil, on va préserver tout ce qui est écologie, écosystème, tout ça. Le bois de feu, le mieux, c'est que ça provienne du bois au sol, donc du bois mort, pas trop mort. Et s'il y a eu de la pluie pendant les dernières 24 heures, il va être mouillé votre bois. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. En revanche, vous pouvez faire une chose. Je sais pas si on m'entend encore. Je suis sûr. C'est bon ça. Ok, c'est bon. Il se peut que du coup votre bois soit mouillé. Si votre bois est mouillé, vous avez
des solutions qui existent. NordVPN. Non, Pardon. NordVPN est toujours une réponse à tout, Wow. j'ai l'impression. Excusez-moi. C'est une OP sponsor non payée, elle ne va plus. Le petit tips qui peut exister, c'est que vous allumez le feu avec du bois qui est mouillé. Alors forcément, il va prendre plus de temps à prendre. Il va fumer, mais bien comme il faut. En attendant, vous en prenez d'autres que vous coupez en deux. Alors si c'est du bois qui est fin, ça va être facile. Quand c'est du plus gros bois, il va vous falloir une hache, évidemment. Eh bien, vous le coupez en deux. Et du coup, vous le mettez à côté du feu et pas dans le feu, sinon ça va cramer. Mais à côté pour pouvoir justement le sécher avec la chaleur. Voilà, ça c'est pour pouvoir avoir un petit bois après qui soit moins mouillé et qui soit un petit peu plus sec. En termes d'outils pour le feu, on a besoin de quoi? D'un allume-feu de alors, ces la hache pour couper, mais silex pour allumer. là ou des simples allumettes? Ou un briquet. Une allumette, ça suffit pour allumer une forêt entière. Voilà, on va parler dans ces termes-là, mais en clair, pour allumer le feu, moi par exemple, j'utilisais la pierre à feu. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ils sont animés, mais... Qui fait des étincelles. Ouais, pareil. Pour vous dire, la puissance de ce truc, c'est pas un briquet, ça fait juste des étincelles. En fait, vous avez un silex et un truc en fer. Vous grattez les deux, ça fait énormément Comme d'étincelles. pour aiguiser quelque chose, quoi, dans l'idée. J'ai failli foutre feu à mon ancien appart avec ça. Voilà, pour vous dire à quel point c'est dangereux. Ouais, c'est ça. En testant, mais je me suis dit, c'est nul. Et puis jusqu'au moment où j'ai vu une flamme sortir, je fais, c'est pas nul. C'est waouh, j'ai failli mourir là surtout. C'est allié l'écologie parce que on disait allumettes, briquet, mais bon, le gaz, les allumettes, tout ça. Là, au moins, c'est quelque chose qui est réutilisable et au moins, côté écologie, on est un peu mieux quand même. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai perdu ce machin. Je suis un peu déçu. Ça coûte pas cher en plus, ça coûte pas cher. T'avais quoi lui offrir à son anniversaire? Quand vous êtes dans l'aventure, je trouve que c'est encore mieux d'avoir ce genre d'outil parce que au moins vous êtes vraiment dedans. En fait, vous n'avez pas besoin de grand chose. Alors, s'il a plu, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai que l'allume-feu peut être pratique. Moi, j'en ai toujours un ou deux juste parce que s'il a plu, au moins on a cette solution. Au cas où, en dernier recours. Quoi. Exactement. Mais sinon, je ne l'utilise pas parce que déjà, naturellement parlant, c'est pas super propre, un allume-feu. En tout cas, c'est parce qu'il y a plus de propre. Mais quelques petits branchages, quelques petites, vraiment des petites herbes. Des petites feuilles. Une pomme de pin que tu fais tremper. Des écorces. Si jamais t'as pris ton huile d'olive avec toi. Pour faire cuire la viande. Et en fait, oui, tout à fait. Voilà, vous prenez des petits branchages, des petits trucs, mais vraiment tout petit, hein, vraiment le truc qui prend feu en 2 secondes. Et vous le mettez dans le feu. Hop, vous démarrez. Et ensuite, vous prenez. Pareil, vous montez progressivement. Donc vous êtes sur le petit feuillage, ensuite vous avez les petits branchages, ensuite vous avez les petites branches, et ensuite les bûches. Voilà, il faut attendre déjà que le feu est bien pris. Tant qu'il y a de la braise, c'est que c'est pas fini. Et là, merguez. Merci. J'attendais. C'est les rêves de vieux dans cette émission. Vous n'êtes pas préparé. Mais du coup, est-ce qu'il y a ce que j'entendais aussi quand je regardais des émissions de survie ou autres, quand ils parlaient de camp, les fameux soit creuser un peu dans le sol, la terre, mettre des rondins de pierre autour, tous ces trucs-là. C'est obligatoire, c'est too much. Qu'est-ce que on y revient. Penses? Enfin, j'y vais maintenant d'ailleurs. C'est comment faire le feu. Vas-y, fonce. En toute sécurité. Alors, il y a plusieurs choses qui existent. En vrai, moi, je fais un petit condensé de tout dès que j'y vais. Déjà, il y a le fameux caillou en rond qui marche très bien. Mais ce qu'on vous explique pas avec ce fameux caillou en rond, le caillon, on va l'appeler le caillon, voilà. Pour ceux qui sont là ce soir, ce sera le caillon à vie. Le cercle de cailloux. Le cercle de cailloux. Eh bien, avant toute chose, ce qui est très important, et ça c'est normalement à faire dès que vous arrivez sur votre campement, c'est de virer toutes les feuillages. Vous raclez avec le pied, avec ce que vous voulez. Il reste plus que la terre, quoi. Exactement, il faut qu'il reste plus que la terre et que autour du feu que vous avez choisi, l'emplacement que vous avez dédié au feu, à au moins 5 voire même là 10 mètres, si je peux être abusif, il faut vraiment que ce soit loin, il y ait vraiment une feuille, c'est pas grave. On va pas abuser. Et que ce soit bien dégagé tout autour pour pas que ça puisse prendre feu, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça, il faut que ce soit bien dégagé parce que une feuille peut prendre feu, puis amener le feu à une autre feuille, puis ainsi de suite, puis amener le feu à la forêt. Après, c'est la forêt, là, après, c'est tout l'état, après, c'est la planète. C'est exactement ça. Et le feu, ça va très vite. Et voilà, ne soyez pas responsable d'un feu. Même, le feu, ça brûle. Exactement. Du coup, comment faire un feu en toute sécurité? Donc, dégager toutes les feuilles autour, mettre les pierres en rond. Voilà.
et le caillon. Faire le caillon. Faire le caillon. C'est drôle. Faisais le caillon. C'est drôle en vrai. Moi, ce que je fais dans le caillon, c'est que je mets un peu de terre en bas. Donc je fais un petit trou en fait dans le caillon. On n'est pas rendu. Hein. Non, mais en fait, oui. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'air, qu'il y ait une aération qui passe par en dessous. Exactement. Donc, exactement. Et c'est justement là où je vais appuyer sur le petit trou du caillon. Putain, ça va être dur. Ça va être long. Les gens du podcast audio, ils comprennent plus rien. Faites pause et revenez en arrière. Dans le cercle du coup de pierre, je fais un petit trou. Alors, le trou, souvent, on va vous dire, c'est quand vous mettez pas les cailloux. Parce que du coup, si vous n'avez pas de cailloux, vous faites un trou. C'est le plus simple. Le seul problème du trou, c'est que l'air peut mal passer. Et pour qu'un feu fonctionne, il faut quand même qu'il y ait de l'air. Donc, je fais un léger, en fait, vraiment un léger arrondissement. Ouais, vraiment, vous avez le sol plat. Moi, je fais juste quelque chose qui s'enfonce un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment, franchement, sur une échelle de 2 cm grand max. Une échelle de 1 à 10, tu notes combien ? Il vous faut une règle. Très important d'avoir une règle avec vous pour faire 2 cm de. Putain, il faut une échelle pour accrocher la bouffe, il faut une règle pour mesurer le feu. Putain, à un moment donné, tu vas te donner la liste des choses avec lesquelles il faut partir, mais punaise, je suis pas prêt. Hein. Je l'ai juste après. En plus, j'y viens juste après, avant le départ de la survie. Voilà. Vous faites le petit trou, vous allumez le feu et c'est parti. Et surtout, une fois que le feu est allumé, il y a toujours une personne aux alentours. Toujours à surveiller. Le feu en toute sécurité également. Je vous disais, la fumée transporte le feu. C'est pas totalement faux. En fait, il faut veiller surtout à ce que vous ayez des arbres qui n'ont pas de feuillage à au moins 5 mètres du feu, tout simplement. Parce que si vous mettez la main au-dessus du feu, vous verrez que c'est chaud. C'est très chaud. Et bah, ces arbres, ils peuvent prendre feu, voilà, tout simplement. J'ai fait bref, hein. J'ai fait très bref. Par contre, ça peut être intéressant si vous n'êtes pas loin d'une route que vous ayez des feuillages, par contre, à une quinzaine de mètres en haut. Parce que du coup, ça va dissiper la fumée et faire en sorte que la fumée ne se voit pas trop depuis la route. Pour éviter que les pompiers se déplacent pour rien quand même. Effectivement, ouais. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui se passe sur la route et qui dit tiens, il y a un feu, j'appelle les pompiers. Ou alors tu préviens les pompiers, je vais faire du camping sauvage, ne venez pas. D'ailleurs, mon anecdote a un petit rapport avec ça. J'ai pas foutu le feu à une forêt, je vous arrête de suite. Non. Voilà, tu es là, tu n'es pas en prison, donc globalement, c'est exactement. Que ça va. Donc, voilà, au niveau du feu, on a fait toutes les règles de sécurité. Pareil pour les arbres, il faut qu'ils soient écartés. Mais comme vous avez bien choisi votre endroit de campement, évidemment, ils seront écartés et pas proches du feu. Le matériel de survie, qu'est-ce que c'est ? Avec quoi ? Une poubelle qui se ferme avec des lanières. Ça paraît logique jusqu'à là. Histoire de ne pas laisser tout le bordel. Moi, moi, je pars avec une corde, un petit rouleau, vous savez, les petits rouleaux de corde comme ça. Là, les ficelles à gigot ? Ouais, des petites ficelles à gigot, ça marche. Mais franchement, ça paraît con. Ah, je crois qu'il a quelque chose. De la ficelle à guitare. Hein, si c'est ça, genre de guitare. Sur YouTube. Ça c'est parfait. Ça, c'est génial. Tu fais plein de choses avec ça. Ficelle à rôti, à tout ce que vous voulez. Fil de pêche. Fil de pêche peut fonctionner. En fait, tout ce que vous avez sous la main, hein, ça fonctionne. Tout ce qui est solide, en tout cas, un minimum. Exactement, il faut que ce soit un minimum solide. Les fils pour tenir les poubelles, notamment, c'est nul. Faites pas ça. Faites pas ça. Moi, ce que j'ai aussi, alors ça, je l'ai pas mis dans ma liste, mais je vais le rajouter ici à la parole. Mais j'ai un... Vous voyez les tendeurs ? Oui. Ouais. Bah, j'ai du fil tendeur de 10 mètres. Voilà, mais sans les tendeurs. Pour faire juste du sport, le fil. Non. Ah oui, ok. C'est juste mais le donc, fil. Hyper élastique. C'est un élastique en fait, ouais. Clairement, c'est un élastique. Pour attacher le traître à l'arbre si jamais il y a un problème. Au cas où. Exactement, c'est au cas où il y a quelqu'un, un inconnu. Mais à quoi ça te sert ? À plein de choses. Franchement, à plein de choses. Tu peux accrocher une bâche avec, tu peux accrocher la poubelle avec, tu peux faire tellement de choses. Tu peux te faire un filet aussi pour étendre les affaires si elles sont mouillées. Ouais, fil à linge, ouais. Parce que ça transpire. Tu peux faire tellement de choses avec ce truc, c'est impressionnant. faut le tenter pour voir, mais voilà. Un briquet, une pierre à feu, quand même, sinon vous n'allez pas vous réchauffer. Ce serait dommage. Allume-feu au cas où. Allume-feu au cas où, exactement. Une tente, pour pas dormir dehors. À savoir que la tente, ça peut très bien être votre filet, une bâche au-dessus, et c'est réglé. Hein. Vous avez le droit de faire ça. C'est une tente. Moins
moins hermétique que la tente Quechua. Mais plus sauvage, ouais. Mais voilà, c'est plus sauvage. Si vous voulez plus d'aventure, moi perso, je l'ai jamais fait. Je voulais le tenter, mais je l'ai pas fait. Parce que la première fois, j'ai eu le sanglier à côté de moi et ça m'a bien refroidi, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, si celui-là, il était dans ma tente, ce serait un sacré bébé avec moi. Un sac de couchage, je suppose. Un sac de couchage, voilà, en fonction de la période, été, hiver, il y en a des différents et il y en a des qui se cumulent. Voilà. Des hiver-été. Des 4 saisons. Il y en a des Vivaldi. Non, mais tu mets, en fait, si tu veux, tu mets l'été. Ouais, c'est ça. Tu mets l'été dans celui d'hiver. L'hiver va garder la chaleur et l'été va la renvoyer. Donc toi, tu vas rester à une température qui soit normale, en fait. Ouais, mais t'auras ni trop froid, ni trop chaud. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on emmène d'autre? Eh ben des bâches, évidemment. Ça peut être intéressant d'avoir des bâches. Vous pouvez faire pareil, plein de choses avec. S'il pleut, petit préau, ne la mettez jamais au-dessus du feu. Faites pas ça. Évidemment. Mais on aurait pu y croire, hein, parce que tu te dis, bah tiens, pour protéger le feu, ou à moins que vous la mettez à 30 mètres au-dessus du feu, quoi, mais ça servira du coup plus à rien, quoi. Le feu, à moins. D'ailleurs, s'il pleut, faites pas le trou hein, pour le feu. Ne faites pas ça, du coup. Oui, parce que sinon, votre feu, il va jamais fonctionner. Hein. Faites le plat, mais par contre, s'il pleut, à moins d'une très grosse pluie, votre feu ne s'éteindra pas. Il faudrait une vraie pluie pour que ça s'éteigne. Mais une petite pluie, ça passe. Voilà. Ou alors, au pire des cas, sous la bâche, vous en faites un petit, mais il faut qu'il soit en extrémité de bâche. Voilà, pas au milieu. Voilà, ça peut marcher aussi. Une machette ou un couteau de survie, hein, c'est pas les petits couteaux que vous avez dans vos cuisines, c'est des vrais gros couteaux. De Rambo, quoi. Attention d'ailleurs, petit disclaimer, c'est pas super légal d'avoir ça sur soi. Oui, c'est-à-dire que si vous faites arrêter en allant dans votre voiture, si vous faites contrôler, bon. Voilà, ils vont comprendre, justifier que c'est ça. Par contre, voilà, si jamais il y a quelqu'un qui vient à votre campement, commencez pas à vouloir attaquer tout le monde avec votre hache et votre couteau. Déjà, vous êtes fous si vous faites ça. Donc, vous êtes fous si vous faites ça, exactement. Des bougies insecticides, ça peut être intéressant. Ou, moi j'ai eu ce cas-là, j'avais de l'insecticide, vous savez, les pchit-pchit là pour le corps. Alors, au-dessus de m'en mettre que sur moi, en fait, si vous voulez, j'ai fait une barrière. Alors, j'avais jamais essayé, j'ai jamais vu de conseils sur ça, mais j'ai essayé et ça a marché. C'est impressionnant. Non, même pas. En fait, mais un peu comme. En fait, c'est un peu comme si tu veux. On était au niveau du feu et on se faisait défoncer par les moustiques. C'est-à-dire que les moustiques se voyaient à vue d'œil tellement il y en avait. C'est impressionnant. Et en fait, on a mis des bâtons tout autour, des bâtons qui avaient un écartement d'1 mètre, qu'on a aspergé d'insecticide avec un petit vêtement chacun. Et ben il y avait plus de moustiques. Malin, hein. Ça, et j'avais jamais vu ça et en fait j'ai testé et ça marche du tonnerre. Voilà. Une pelle, toujours être utile. Et la hache du coup avec. C'est le minimum. Voilà, ce sera le minimum et surtout, votre téléphone et vos papiers. Très important. Et de la nourriture, une gourde, de l'eau. Un réchaud, une gourde, des trucs comme ça quand même. Après, voilà, là on parlait de matériel de survie. Après, il y a les ressources de survie évidemment qui sont et qui à manger. Et croyez-moi, pour m'avoir fait des côtes de bœuf entières au feu de bois, oh là là, oh là là, oh là là, c'est incroyable. Je vous promets, c'est incroyable. Alors du coup, j'ai une grille. Je l'ai pas mis dans le matériel, mais vous pouvez avoir ça, une grille de barbecue. Vous la calez avec deux bouts de bois. Oh là là. Là, vous faites un régal. Un dîner digne d'un 5 étoiles. Ah non, mais c'est vraiment impressionnant. C'est le goût, tu redécouvres quelque chose. C'est vraiment au naturel. Le goût, c'est le naturel. Voilà. Eau, ne partez pas sans eau. Ayez énormément d'eau, même si vous en avez trop. Prenez. Oui. Parce que si vous êtes en manque d'eau, vous pouvez survivre sans nourriture, par contre sans eau c'est compliqué. Si vous partez une journée, prenez pas un pack de 6 quand même, on n'est pas là, mais... prendre des pastilles, hein. Et il y a les pastilles aussi. Filtrer l'eau aussi. Les gourdes qui filtrent, évidemment, maintenant il y a plein de choses qui existent sur la survie. C'est aussi un domaine qui s'est beaucoup développé. Ouais. Bon, maintenant le départ, on arrive sur la fin. Le départ de votre aventure, comment la faire pour que ce soit quand même sécurisé également. Vous partez pas comme ça en plan, allez, on se casse, terminé. La poubelle toujours à 15 mètres de haut. Tu recouvres ton feu. Éteindre le feu.
Voilà, attendre qu'il n'y ait plus aucune braise, vraiment plus aucune. Alors moi, ce que je fais, j'ai des chaussures justement faites pour, c'est pour la randonnée, pour marcher, pour la survie, enfin c'est vraiment pour plein de choses. Avec, tu peux éteindre un feu. Alors pas un feu tout flamboyant, c'est des braises. Un feu qui est en braise, tu marches dessus. Je vais pas à ça, là vous allez brûler. Mais voilà, une fois qu'il y a des braises, tu piétines dessus et ça les éteint. Attention à pas appuyer trop fort, à pas taper trop fort parce que du coup ça va dissiper les braises et ça va les envoyer un peu partout. Ça peut être aussi dangereux que sécuritaire. Mais voilà, allez-y doucement, vous le mettez sous la chaussure et vous remuez avec la terre qui est en dessous. Vous bougez le pied avec la terre. Voilà. Toujours faire un petit tour pour vérifier s'il y a des déchets ou non. Voilà, vous faites un petit tour. Même si c'est pas les vôtres, vous ramassez, c'est pas grave. Vous laissez l'endroit aussi propre que vous l'avez vu à l'entrée, sans les déchets des autres, si possible. Et surtout, vous rangez bien tout votre matos. Mais ça, c'est même pas que au départ, c'est tout le long de votre aventure. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais avec un ami, on faisait ça. On avait un marteau et une hache. Une machette, pas une hache. Quand on est parti dormir, parce que du coup, il y a toujours ce petit côté insécurité d'une personne qui vient. D'ailleurs, c'est un peu le côté psycho, mais il y a toujours ce côté où on peut se dire il y a une personne qui va venir pendant la nuit, machin. On avait chacun un outil avec nous dans la tente. Au cas où, sait-on jamais. Il faut savoir aussi être en sécurité. Alors évidemment, c'est pas à utiliser dès qu'il y a quelqu'un. Une personne peut se promener dans les bois. Il faut discuter avant. Mais bon, s'il fait gruic, globalement, il a pour un lynx, ça peut être utile. C'est ça. Ne sautez pas sur les gens avec dans la gueule. Hache. Mais par moyen de sécurité, si c'est lui ou moi, toujours avoir quelque chose pour pouvoir se défendre, c'est quand même important. Merci mon cher Geoffrey pour cette, j'allais dire petite chronique, pas si petite. On vous dit, il nous reste 10 minutes.